Vendredi 1er août 2025, mesdames et messieurs, c'est toujours un plaisir de vous retrouver dans cette nouvelle édition de Journal de Viva en version française. Bonsoir à tous et bienvenue. Dans les actualités de ce jour, page économique pour commencer. Les droits de douane sur les produits malgaches exportés vers les États-Unis ont été réduits à 15%. Pour rappel, en avril dernier, le gouvernement américain avait décidé de les augmenter à 47%. Depuis cette décision, Madagascar a multiplié les démarches auprès de l'USTR ou le représentant américain du commerce afin d'obtenir une réduction plus équitable. Le président des États-Unis a finalement signé un décret abaissant les droits de douane pour Madagascar à 15%, comme pour certains pays africains membres de la SADC. Les détails avec Jean-Claude Ndjemalal. Le gouvernement américain réduit à 15% le taux des droits de douane appliqués aux produits en provenance de Madagascar. Cette baisse intervient après la hausse à 47% décidée en avril dernier. Il s'agit d'une décision annoncée par le président Donald Trump qui accorde ainsi une nouvelle faveur à l'économie africaine. Cela constitue un avantage majeur pour les secteurs tournés vers l'exportation, tels que le textile, la vanille ou encore les ressources marines. Ce résultat est l'aboutissement d'un effort conjoint entre le gouvernement et le secteur privé, a déclaré le ministre du Commerce et de l'Industrialisation David Ralamfrink. Il a souligné également le rôle clé joué par le ministère des Affaires étrangères et celui de l'économie et des finances. Le gouvernement malagasy a donc remporté son bras de fer, ce qui reflète le leadership du président de la République de Madagascar, Andry Rajoelina. Cette décision représente un gain important pour les secteurs exportateurs et témoigne de la relation de confiance entre les gouvernements américains et malagasy. Et partons directement aux États-Unis concernant cette décision du président américain. Justement, le président Donald Trump a signé hier jeudi soir un décret imposant de nouveaux droits de douane à des dizaines de pays. Ces surtaxes vont de 10 à 41% pour les pays n'ayant pas trouvé d'accord commercial avec Washington. Elles prendront effet le 7 août et non plus le 1er août comme annoncé précédemment. France 24. C'est l'un des pays les plus touchés par les surtaxes américaines. Faute d'accord, le Canada, troisième partenaire commercial de Washington, voit ses droits de douane sur ses produits importés aux États-Unis passer de 25 à 35%. Et ce, dès ce vendredi 1er août, alors que l'entrée en vigueur des droits de douane est reportée au 7 août pour tous les autres pays. Un traitement défavorable, justifié par la Maison-Blanche par le manque de coopération du Canada pour réduire le flot de fentanyl entrant aux États-Unis. Donald Trump avait aussi indiqué mettre dans la balance la volonté canadienne de reconnaître un État palestinien. Waouh, le Canada vient d'annoncer qu'il soutient un État palestinien. Cela va devenir très difficile pour nous de conclure un accord commercial avec eux. En réalité, plus de 90% des exportations canadiennes aux États-Unis restent exemptées de droits de douane en vertu de l'accord commercial ASEOM qui lie le Canada, les États-Unis et le Mexique. Mais le Premier ministre canadien, Mark Carney, se dit déçu par les nouvelles barrières commerciales. Les autres secteurs de notre économie, incluant le bois, l'acier, l'aluminium et les automobiles, sont toutefois fortement impactés par les droits de douane américains. Dans ces secteurs, le gouvernement canadien agira pour protéger les emplois canadiens, investir dans notre compétitivité industrielle, acheter canadien et diversifier nos marchés d'export. L'autre membre de l'ASEOM, le Mexique, se voit réserver un traitement plus avantageux. C'est le seul pays à obtenir un sursis avant l'entrée en vigueur des nouveaux droits de douane. Nous restons tels que nous sommes et nous avons 90 jours pour continuer à discuter, dialoguer, construire un accord à plus long terme. Pourquoi cet accord est-il important? Premièrement, les droits de douane n'augmenteront pas davantage. D'ici là, les produits mexicains entrant aux États-Unis hors ASEOM, comme les voitures, restent taxés à hauteur de 25%. En 2024, les exportations du Mexique vers les États-Unis ont atteint plus de 500 milliards de dollars, faisant de Mexico le premier partenaire commercial de Washington. Revenons dans le pays pour la suite des actualités. La semaine de la promotion de l'industrie de la SADC qui s'est tenue pendant 4 jours au Nouveau-Tel Alarbi a permis à Madagascar de tirer des expériences des autres pays africains, de découvrir des produits favorisant l'ouverture des relations commerciales sérieuses. Cet événement qui en est à sa 8e édition s'est officiellement clôturé hier. Il s'inscrit dans le cadre de la tenue à Madagascar du 45e sommet de la SADC. Les détails sur les images de Zahran Jansou. Le Nouveau-Tel Alarbi a été le centre d'échange économique entre les 16 pays membres de la SADC durant toute une semaine.
C'est là que tous les produits emblématiques des pays de l'Afrique australe ont été exposés, permettant ainsi les échanges et la définition des étapes à suivre pour la promotion industrielle dans la région. Au Madagascar en particulier, cette semaine a été une opportunité pour identifier les produits à échanger avec les autres pays membres. Nous sommes prêts à incarner une présidence d'action, à faire avancer les projets concrets et à porter avec force la voix d'une Afrique australe unie, ambitieuse et souveraine. Le thème qui a guidé nos échanges cette année, celui de promouvoir l'industrialisation, la transformation agricole et la transition énergétique pour faire de la SADC une SADC résiliente, n'a pas été une simple ligne directrice, mais un fil conducteur d'un dialogue stratégique profond. Un dialogue stratégique tourné vers des solutions concrètes. Cette 8e édition de la Semaine de l'industrialisation de la SADC n'a pas été une simple vitrine. Elle a été un laboratoire de solutions, un accélérateur de partenariats et un révélateur de talents. De nombreux accords de coopération ont été signés. Les débats de fond ont également permis de confronter nos visions. Et surtout, des entrepreneurs, des jeunes et expérimentés ont trouvé un espace pour bâtir ensemble notre avenir vers l'ambition 2063 de l'Afrique que nous voulons. Nous avons parlé d'intégration régionale. Nous avons échangé de multiples fois sur les chaînes de valeur, la transformation locale, la souveraineté industrielle et l'innovation verte. Nous avons planté des graines qui appellent aujourd'hui, demain, dans les semaines et les mois et les années à venir, à être arrosées, à être suivies pour être consolidées. Permettez-moi de le redire avec force et conviction. L'Afrique ne pourra peser dans le monde que si elle produit définitivement ce qu'elle consomme et transforme ce qu'elle exporte actuellement. Si l'on jette un regard rétrospectif sur cette 8e édition de la Semaine de l'industrialisation de la SADC organisée à Madagascar, on peut la qualifier de réussite car chaque pays membre y a trouvé son compte. Des stratégies ont été établies et des actions sont en cours dans les domaines des échanges commerciaux, de l'énergie et de l'agriculture au sein de la SADC. Monsieur le ministre, le gouvernement malgache, le peuple malgache, mais aussi votre équipe pour les efforts inlassables qui ont permis de faire de cet événement un succès. Nous voudrions également saluer le rôle actif du SADC Business Council, sous la représentation maintenant de M. Gervais Atta, qui porte la voix, et vous l'avez démontré tout à l'heure, la voix et l'énergie du secteur privé au cœur de notre dialogue sur l'industrialisation de notre région. Nous tenons à exprimer en particulier notre profonde, notre sincère gratitude au président de la République, son Excellence André Rajoelina, président de la République de Madagascar, pour son leadership éclairé et sa vision en vue de faire avancer l'agenda de l'industrialisation de notre région SADC. Aujourd'hui, conformément au programme, les délégations de la SADC ont visité plusieurs entreprises privées malgaches. Par ailleurs, rappelons que Madagascar s'apprête à accueillir la phase centrale du 45e sommet de la SADC qui se tiendra du 3 au 18 août. Dans la suite des actualités locales, parlons à présent politique. L'article 45 de la Constitution renforce les responsabilités assumées par le président de la République face aux événements majeurs du pays. Il est pleinement de son ressort d'assurer l'équilibre des pouvoirs au sein de la nation. Il est donc légitime qu'il s'adresse publiquement au peuple pour donner des éclaircissements, comme dans le cas de l'affaire d'Ambouimalaz, a déclaré le sénateur Victor Maaleotié à ce sujet. Les fautes commises par un enfant majeur ne peuvent être imputées à ses parents, a-t-il poursuivi, en référence à l'affaire des avions ayant obtenu des numéros d'immatriculation provisoire à Madagascar avant de se retrouver en Iran. Ce n'est pas une erreur individuelle.
duels qui doivent vouloir une sanction à l'État malagasy, a-t-il ajouté. Reportage toujours sur les images de Zara Djansu. Le président de la République, Andry Rajoelina, a un devoir de redevabilité envers le peuple qu'il a élu. Il est donc normal qu'il prenne la parole publiquement pour apporter des éclaircissements sur les affaires brûlantes du pays, comme celle d'Ambumalaz, selon le sénateur Victor Thié-Malio. Cette position est appuyée par l'article 45 de la Constitution, qui confère au président de la République la responsabilité de veiller à l'équilibre entre les différents pouvoirs, y compris le pouvoir judiciaire. La perte de confiance, le non-respect des prérogatives accordées aux ministres et surtout le non-respect du contrat-programme en vigueur, telle est l'interprétation par ce sénateur de Madagascar sur l'affaire des avions partis en Iran ayant obtenu des immatriculations provisoires dans le pays. Le limogeage du ministre des Transports par le président constitue une prise de responsabilité. Mais pour les opposants systématiques et ceux qui attisent la haine, leur objectif est de faire porter la sanction à toute la nation malgache. Or, ces faits ne relèvent pas de l'affaire d'État, mais d'un acte isolé d'un individu, selon ses propos. Le sénateur a également salué les efforts actuels du gouvernement, notamment le succès des négociations qui ont permis de réduire les droits de douane sur les exportations vers les États-Unis à 15%, alors qu'ils étaient à 47% il y a 3 mois. Il estime que cela dément les discours affirmant une prétendue inefficacité des actions menées par l'État. Dans les actualités de ce jour également, l'arrestation des 2 hommes soupçonnés d'avoir fait des falsifications en ce qui concerne les autorisations d'immatriculation des avions partis en Iran. Les arrestations ont eu lieu à Antirabé et à Ampitatav mercredi dernier. C'est la brigade criminelle de la police nationale qui a procédé à leur interpellation grâce aux enquêtes et à des sources d'information. Riz a été arrêté à Antirabé le mercredi 30 juillet vers 17h45. Il est à noter que ces individus étaient en fuite. Ils n'ont pas été retrouvés à leur domicile et avaient éteint leur téléphone, ce qui a conduit à l'émission d'un avis de recherche. Quant à Singh, d'origine indienne, il a été arrêté le même mercredi vers 21h à Faleriv en Pittatavk suite à une information fiable obtenue par les enquêteurs. L'enquête se poursuit et toutes les personnes citées ou impliquées dans cette affaire devront être convoquées et interrogées. C'est l'ACM et le ministère des Transports qui ont porté plainte contre cette affaire. Une baisse des prix du carburant est appliquée pour ce mois d'août dans toutes les stations-service du pays. Le prix du litre de gazole et celui de l'essence ont baissé de 200 ariars, tandis que celui du pétrole a diminué de 170 ariars. Cette révision des tarifs devrait alléger les dépenses en carburant des ménages, mais aussi bénéficier aux entreprises, en particulier aux transporteurs et aux petites structures qui dépendent largement du gazole pour leur activité. Reportage de Amienne à Martina sur les images de Asna Rafaldonar. Les transporteurs et les petites entreprises fortement dépendantes du gazole. Dans le cadre de l'application du mécanisme d'ajustement automatique des prix, les prix des carburants ont été revus à la baisse pour ce mois d'août, selon le rapport publié par l'Office malgache des hydrocarbures OMH. Le prix du gazole a diminué de 200 ariars, passant ainsi de 4 900 ariars le litre en juillet à 4 700 ariars en août. De même, le prix de l'essence a baissé de 200 ariars, passant de 5 320 ariars à 1 120 ariars le litre. Quant au pétrole, la baisse du prix est de 170 ariars, soit 3 210 ariars le litre désormais. Cette évolution reste liée à l'entrée de Madagascar dans le mécanisme d'ajustement automatique mis en œuvre depuis le début de l'année. Les prix des carburants sont ajustés mensuellement en fonction des cours internationaux du pétrole et du taux de change du dollar, devise utilisée pour l'achat du carburant. Et comme d'habitude, les révisions de prix interviennent en début de chaque mois. 3 grandes innovations ont été présentées aujourd'hui au Minin Business Center à Ivat pour renforcer la transparence dans le secteur des industries extractives. Il s'agit du lancement du nouveau site web de l'ATA, de la mise en place d'une plateforme de télédéclaration pour les entreprises minières ainsi que la remise officielle du code minier traduit en anglais et en chinois afin de faciliter sa compréhension par les investisseurs étrangers. La mise en œuvre de cette plateforme numérique a été rendue possible grâce à une coopération avec l'ambassade des États-Unis. Reportage de Routrissel Rakutmalal et de Asna Rafaldonar. Le secteur extractif malagasy s'ouvre davantage aux investisseurs étrangers. Les ressources du sous-sol représentent encore un potentiel important pour Madagascar, mais nécessitent des investissements pour générer des retombées positives pour le pays.
Après l'adoption du nouveau code minier en 2023, celui-ci a désormais été traduit en anglais et en chinois. À partir de maintenant, il sera plus facile pour les partenaires étrangers d'en comprendre le contenu, ce qui permettra à Madagascar de mieux s'insérer dans la compétition internationale, soutient Rakout Malala Tahir, le directeur de cabinet du ministère des Mines, représentant le ministre champion de l'IITI. En parallèle, le nouveau site web de l'IITI a également été présenté aujourd'hui. Il regroupera l'ensemble des rapports liés à l'exploitation minière à Madagascar. Les entreprises détenant au moins 5% d'actions pourront désormais effectuer leurs déclarations directement en ligne. Cette réforme vise à renforcer la traçabilité des flux financiers issus du secteur extractif à la caisse de l'État, mais aussi à réduire les erreurs lors des transmissions d'informations, explique Marc Sergio Clerc, directeur exécutif de l'IITI. Ces innovations s'inscrivent dans la politique nationale de promotion des investissements, dans un esprit de transparence totale. Le projet a bénéficié du soutien de l'ambassade des États-Unis ainsi que de la contribution d'étudiants ayant étudié le chinois en Chine. Page sociale pour continuer ce journal. La direction des services fonciers et du service topographique met en œuvre des améliorations, notamment par la promotion du numérique pour mieux sécuriser le secteur foncier à Madagascar, conformément à la vision du président de la République portée par le ministère de la Décentralisation et de l'Aménagement du territoire. Cela inclut également le retour de la tenue des séances de portes ouvertes suspendues depuis 1 an qui a été réajustée selon les besoins spécifiques des régions. Reportage sur les images de Zara Jenso. L'État malagasy, à travers le ministère de la Décentralisation et de l'Aménagement du territoire, poursuit ses efforts pour trouver des solutions permettant de mieux sécuriser le domaine du foncier. Parmi les mesures envisagées figure la modernisation des guichets fonciers. Cela inclut également le retour de la tenue des séances de portes ouvertes suspendues depuis 1 an, qui a été réajustée selon les besoins spécifiques des régions, et la promotion de technologies numériques dans le traitement des dossiers fonciers afin de simplifier, accélérer les démarches et rapprocher davantage les services des populations locales. L'introduction des technologies numériques dans le secteur foncier constitue également une stratégie majeure dans la lutte contre la corruption et les falsifications. Elle est complétée par la mise en place cette année d'un bureau dédié à la réception des doléances en collaboration avec le ministère de la Justice. Il convient aussi de rappeler que la distribution massive de certificats fonciers s'inscrit dans la stratégie de sécurisation foncière. Environ 1 800 000 certificats ont été distribués par le biais de la collaboration entre le ministère de la Décentralisation et de l'Aménagement du territoire et ses partenaires techniques et financiers. Dans les actualités sportives de ce soir, le marathon international de Tana fait son grand retour après 6 années d'interruption. Cette compétition est organisée par la Fédération malagasse d'athlétisme en collaboration avec le World Trade Center. Elle se tiendra les 11 et 12 octobre prochains. 3 types de courses seront au programme avec des catégories de participants en fonction de la distance à parcourir. Les détails avec Radraman Azatouf et Anzara Zanarville. Le marathon international de Tana fera son grand retour cette année et marquera sa 20e édition. La compétition se déroulera les 11 et 12 octobre. 3 catégories de courses seront au programme. Ainsi, il y aura le marathon international, les 42 195 km, réservé aux concoureurs disposant d'une attestation délivrée par la Fédération malagasse d'athlétisme. Au programme également, la foulée écolo de 10 km ouverte à tous, sans distinction de niveau ou d'âge, et enfin le marathon de 2 km destiné aux enfants âgés de 5 à 12 ans. Des coureurs issus de nombreux pays sont attendus à cette édition, notamment d'Afrique, d'Europe, d'Asie et même des Amériques. Les inscriptions sont déjà ouvertes via le site officiel du Marathon international de Tana, ainsi que sur les pages Facebook et TikTok de l'événement. Cette manifestation est rendue possible grâce à la collaboration entre la Fédération malagasse d'athlétisme et divers partenaires, notamment le World Trade Center. Durant l'événement, un village marathon accueillera diverses animations et actions de sensibilisation à l'environnement. De nombreux prix seront remis dans chaque catégorie avec des récompenses à partir de 3 millions d'arias.
Deux stars internationales du basketball, Sekiria Fowles et Anthony Tolliver, se rendent en visite à Madagascar à la mi-août. Leur venue s'inscrit dans le cadre d'un événement sportif et humanitaire mêlant matchs de gala et actions de bienfaisance en faveur de personnes en situation de grande précarité. Cette initiative est le fruit d'une collaboration entre le ministère de la Jeunesse et des Sports, l'ambassade des États-Unis à Madagascar et la Fédération malagaise de basketball dans le but de promouvoir le sport malagasy et de renforcer les échanges internationaux à travers le sport. Fenna Soul nous en dit plus. L'État malagasy, à travers le ministère de la Jeunesse et des Sports, ne cesse de soutenir les fédérations sportives nationales afin de favoriser le développement des sportifs malagasy. Après la récente visite des grandes figures du football international à Madagascar, ce sont des stars du basketball mondial qu'ils fouleront bientôt le sol malagasy. Ils viendront partager leur expérience, participer à un match de gala et mener des actions caritatives en faveur des personnes vulnérables. Cet événement s'inscrit pleinement dans la politique générale de l'État en matière de promotion et de développement du sport à Madagascar. Parmi les personnalités sportives attendues figurent Sylvia Sekiria Fowles, double championne WNBA ou Women's National Basketball Association en 2016 et 2017 avec les Minnesota Lynx, année où elle a été également sacrée meilleure joueuse. Elle a aussi remporté 2 titres Euroleague en 2009 et 2010. À ses côtés, Anthony Tolliver, joueur emblématique de la NBA, sacré NBA D-League All-Star en 2010 et sélectionné dans la First Team All-MVC en 2007. Ils visiteront de villes malgaches à la mi-août Antananarivo Mazang, où se dérouleront les matchs de gala ainsi que les activités sociales en faveur des personnes défavorisées. Dans les actualités internationales de ce soir, l'Égypte lance un dispositif inédit. Des trains gratuits sont affrétés depuis la gare centrale du Caire jusqu'à Aswan, point de transit vers le Soudan, afin de faciliter le retour volontaire des milliers de réfugiés soudanais. France 24. À la gare Ramsès du Caire, ils étaient plusieurs centaines à vouloir embarquer dans l'un des trains affrétés gratuitement pour eux cette semaine. Direction Khartoum pour ces réfugiés soudanais en Égypte qui retournent dans leur pays ravagé par 2 ans de guerre meurtrière. Je suis très heureuse que nous retournions au Soudan après une longue absence. Après avoir été privés d'une île, de notre patrie, de nos conversations avec la famille et les amis, chaque recoin du Soudan me manque vraiment. Ce programme de retour volontaire est organisé conjointement par la société ferroviaire égyptienne et le nouveau gouvernement du Soudan. Environ 1,5 million de Soudanais se sont réfugiés en Égypte ces 2 dernières années. Beaucoup disent souffrir de la crise économique et de leur accès limité aux services publics. Nous avons décidé de retourner au Soudan car la situation s'est améliorée. Les choses reviennent à la normale. Le pays est devenu plus sûr et plus stable. Une situation pourtant pas si sûre que cela selon les régions. Au même moment, d'autres Soudanais continuent de fuir leur pays. En juin, selon le HCR, plus de 65 000 d'entre eux ont franchi la frontière du Tchad. Et les passages par la Libye ont augmenté ces 6 derniers mois. Depuis avril 2023, la guerre entre le chef de l'armée Abdel Fattah al-Burhan et son ancien allié, le chef des forces de soutien rapide, a fait plus de 150 000 morts et 14 millions de déplacés, entraînant la pire crise humanitaire au monde, selon les Nations Unies. En mai, la capitale Khartoum est repassée sous le contrôle des autorités et de l'armée soudanaise. Un nouveau Premier ministre, Kamil Idriss, a prêté serment à la mi-juillet et indique préparer d'ambitieux projets de reconstruction en vue du retour de ses compatriotes. Les Nations Unies annoncent plus de 2 millions de retours dans le Grand Khartoum d'ici la fin de l'année. Et le président brésilien Lula s'est engagé mercredi à défendre la souveraineté de son pays après l'annonce par les États-Unis des droits de douane supplémentaires sur les produits brésiliens et de sanctions contre un juge de la Cour suprême du pays sud-américain. France 24. Entre les États-Unis et le Brésil, la guerre commerciale est déclarée.
Mercredi, Donald Trump a signé un décret augmentant de 40% les droits de douane sur les produits brésiliens. La surtaxe, qui atteint désormais les 50%, entrera en vigueur le 6 août. Depuis plusieurs semaines, le président américain menaçait son homologue brésilien Lula de prendre cette mesure punitive en représailles aux poursuites lancées contre son prédécesseur Jair Bolsonaro, l'ex-président brésilien, poursuivi pour tentative de coup d'État après sa défaite lors de l'élection présidentielle de 2022 à le soutien de Donald Trump. Le Brésil commet une erreur déplorable dans sa façon de traiter l'ancien président Jair Bolsonaro. Je suivrai de très près la chasse aux sorcières dont il est victime. Laissez Bolsonaro tranquille. Le président Lula avait dénoncé une ingérence dans les affaires intérieures du Brésil, une critique réitérée mardi dans une interview au New York Times, la veille de la signature du décret. Le timing suggère un lien de causalité. Si Donald Trump veut mener une lutte politique, alors traitons cela comme une lutte politique. S'il veut parler de commerce, asseyons-nous et discutons de commerce. Mais on ne peut pas tout mélanger. En parallèle, le département américain du Trésor a annoncé un durcissement des sanctions économiques et diplomatiques contre Alexandre de Moraes, le juge de la Cour suprême brésilienne chargé du procès contre Jair Bolsonaro. Il avait aussi bloqué au Brésil le réseau X pendant 40 jours, le temps pour son propriétaire Elon Musk de se conformer aux ordres de supprimer des comptes accusés de diffuser des fake news favorables à son ex-ami Donald Trump. Les sanctions rappellent que le Trésor tiendra pour responsables ceux qui menacent les intérêts américains et la liberté de nos citoyens. La hausse des droits de douane et les sanctions contre le magistrat ont été condamnées par le gouvernement Lula. Il parle d'une attaque grave et arbitraire contre la souveraineté du Brésil. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Nous vous remercions de votre fidélité. Très bon suite de programme et très bonne soirée sur Viva. Au revoir.